Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième partie de mon update lecture. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une pile un peu hétéroclite, je crois. Il y a un peu de tout, il y a même un livre d'humour, ce qui n'est vraiment pas mon style d'une manière générale, mais c'est une très belle découverte, donc je vous propose qu'on commence sans plus attendre, parce que j'ai plein de choses que je veux vous présenter. Donc le premier, il s'agit des belles lettres du professeur Rollin, ou comment écrire au roi d'Espagne pour lui demander sa recette de gazpacho, édité par Le Goût des mots, collection dirigée par Philippe Delerme. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion, et j'ai adoré le découvrir parce qu'en fait je cherchais à améliorer mon expression écrite et j'avais fait une liste d'ouvrages que j'espérais bientôt acheter qui apparemment aidait à améliorer son expression écrite, notamment cet ouvrage, et je l'ai trouvé 2 jours après en brocante, donc c'était parfait. Donc je suis très contente de l'avoir découvert, je l'ai lu d'une traite lors d'un trajet en train, et c'était super sympa. Donc ce sont des lettres de Monsieur Rollin, donc le professeur Rollin joue notamment le roi Lot dans Camelot, qui est mon personnage préféré. J'aime beaucoup son humour d'une manière générale et j'ai beaucoup aimé ces lettres, qui sont en fait des exemples de lettres. Euh, si vous devez écrire par exemple le roi pour lui demander sa recette de gazpacho ou autre, et c'est très très drôle, c'est très intelligent et en réalité ça vous fait réfléchir sur la langue française. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais vous en lire certains. Euh, Par exemple, lettre à un libraire pour obtenir un conseil éclairé sur l'achat d'un livre devant servir de cadeau à sa belle-sœur. Cher libraire ou cher libraire, je vous écris pour vous demander conseil. C'est bientôt l'anniversaire de ma belle-sœur et je souhaite lui offrir un livre. C'est toujours bien, profitable, un livre. Vous ne me contredirez pas sur ce point et cela me coûtera moins cher que les très onéreuses pâtes de fruits de chez Granulovitch que je lui offrais chaque année ou que les follement dispendieux accessoires de salle de bain de chez l'imprononçable Bath House, accessoires ruineux, particulièrement les mitigeurs de baignoire, dont elle me parle à chacune de nos rencontres, mais ce n'est pas précisément ce qui m'amène. Un livre donc, un roman de préférence, car je sais que ma belle-sœur ne prise guère les essais ou les nouvelles, et encore moins les biographies. Il y a 4 ans, son fils cadet lui a offert une biographie de Franz Schubert. Elle ne l'a jamais ouverte, Schubert pourtant excusé du peu. L'idéal, ce serait un roman qui puisse la sortir un peu de son cadre de vie quotidien, à Bois-Colombes. Un roman dont l'action se situerait donc un peu loin de chez elle, pas à Pétaouchnok quand même, mais par exemple en Italie, pays qu'elle affectionne tout particulièrement. Et pourquoi pas dans le sud de l'Italie, dans cette très belle région de Naples, ville historique, et dont la baie est tellement romanesque convenez-en. Un roman qui se passerait par conséquent à Naples et dans les environs très proches, mais qui n'évoquerait à aucun moment les problèmes du couple. Le torchon brûle, en effet, entre ma belle-sœur et mon frère, qui a lui aussi ses torts, il faut bien l'admettre. Il est en particulier très réticent dès qu'il s'agit de passer l'aspirateur, mais ce n'est pas précisément ce qui m'amène. Idéalement, le livre raconterait l'histoire de 2 jeunes femmes autour de la trentaine, plutôt jolies et en bonne santé, et qui, au cours de leur pérégrination, tomberaient, par chance de préférence, sur un beau napolitain travaillant dans l'informatique. Ma belle-sœur est passionnée d'informatique, qui leur servirait de cicerone pendant une dizaine de jours. Le roman comporterait donc de très intéressantes descriptions des vieux quartiers de Naples et évoquerait à plusieurs reprises dans le détail des recettes typiquement italiennes, notamment les légendaires penne all'arrabbiata. Cela permettrait d'ajouter à la dimension romanesque un côté pratique très motivant pour ma belle-sœur qui me dit toujours « Je ne sais jamais quoi faire à manger à ton frère ». Pour faire grimper la tension, ce beau Cicérone serait séduit par les 2 femmes, mais ne parviendrait pas pendant environ 80 à 90 pages à se décider pour l'une ou l'autre. Finalement, il se jetterait sur celle des 2 femmes qui se prénommerait Corinne, le prénom de ma belle-sœur. Ils passeraient une nuit d'amour torride et se quitteraient bons amis au petit matin en se promettant de se revoir. La fin de l'histoire n'a pas tellement d'importance, je pense que ma belle-sœur ne finira pas le livre, ce qui élargit, cher ou cher libraire, l'éventail de votre choix.
Je vous saurai gré de bien vouloir me fournir la liste des romans correspondant aux critères énumérés ci-dessus, afin que je puisse faire mon choix avant que les délais soient fort clos, au sens lacanien, cela va de soi. Donc voilà, c'est excellent. Franchement, c'est très très drôle et j'aimerais toutes vous les présenter. J'ai mis plein de post-it, c'est dire à quel point ça m'a plu, c'était extrêmement drôle. J'ai beaucoup ri, j'ai aussi beaucoup ri en les lisant à d'autres personnes. C'est vraiment un super livre. Je vous le conseille, c'est très drôle et c'est très intelligent. C'est très François Rollin. Je vais lire ses autres ouvrages. Là aussi, j'attends de les trouver en seconde main. Je vous conseille vraiment la seconde main pour les ouvrages que vous voulez lire, mais dont vous n'avez pas une envie urgente. Ça permet... j'ai en fait une petite liste des auteurs et autrices que je souhaite trouver, et à chaque fois que je vais dans une brocante, j'essaie de trouver certains d'entre eux, et ben je me repars jamais les mains vides. Je trouve toujours quelque chose que je souhaitais lire, donc ça permet de faire une petite chasse au trésor. C'est très sympathique, et en plus... ça fait de sacrées économies. Donc voilà. Ce genre d'ouvrage, j'aime bien ne pas l'emprunter en bibliothèque parce que j'aime l'avoir avec moi. Parfois, je le ressors et je me lis juste une des lettres parce que c'est tellement drôle. Donc voilà, je trouve que ça permet aussi de donner une deuxième vie au livre. Donc vraiment, n'hésitez pas. La seconde main, c'est vraiment... on trouve des pépites, notamment celle-là. Ensuite, j'ai lu un ouvrage qui m'a été envoyé par Seuil Libelle, parce que j'ai gagné cet ouvrage lors d'un concours. Donc il s'agit d'Israël, l'agonie d'une démocratie de Charles Anderlin. Ce qui me plaît beaucoup parce que je voulais l'acheter. Donc le fait de le gagner pendant le concours a été une aubaine. Donc il s'agit de la collection Seuil Libelle, alerté, informé et questionné, qui sont à 4,90 €. Je crois qu'ils sont tous à 4,90 €. Et c'est un ouvrage qui parle de l'agonie de la démocratie en Israël. Je l'ai trouvé très bien. J'aime beaucoup ce que fait Charles Anderlin. Si vous vous interrogez sur la situation du Moyen-Orient, et notamment sur la situation au sein même d'Israël, sur comment la démocratie est en danger véritable en Israël, je vous le conseille très très fortement. C'était très intéressant, très complet aussi. Donc voilà, très très bien. C'est très court aussi, donc c'est un bon moyen de s'informer à petit prix. C'est ce que j'aime beaucoup chez Seuil Libelle, et c'est très qualitatif. Donc voilà, j'ai envie de lire d'autres ouvrages publiés chez Seuil Libelle. Donc j'attends de voir s'ils sortent un peu en seconde main. Je pense pas, parce que pour l'instant j'en ai pas vu, mais je ne perds pas espoir de les trouver pour vraiment pas cher en seconde main. Et du coup je remercie les éditions Seuil pour me l'avoir envoyé grâce au concours. C'était vraiment une belle découverte. Ensuite, mais je vais peut-être rester dans les ouvrages envoyés. Donc j'ai lu, et je tenais beaucoup à vous remercier parce que c'est grâce à vous en fait. Donc voilà, j'ai eu mon deuxième partenariat, donc avec les éditions Bartia cette fois-ci. Ce sont les éditions qui ont publié Fille de Samouraï, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime vraiment énormément. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé aussi parce que plusieurs d'entre vous l'ont lu et m'ont fait des retours dessus, donc c'est vraiment chouette quand je peux avoir vos retours. Et grâce à vous qui suivez ma chaîne, qui commentez, etc., les éditions de Bartia m'ont proposé de m'envoyer Un amour de poisson rouge de Kanoko Okamoto, qui est une de leurs dernières sorties. Donc voilà, je l'ai reçu, je ne me suis pas payée pour en parler. On m'a vraiment laissé totalement libre de la manière dont je vous en parle, et même si je devais vous en parler ou non. Donc du coup ça me plaît et ça me fait plaisir. Donc merci aux éditions Bartia. Et c'est un coup de cœur. Honnêtement, c'est un coup de cœur. En fait, quand j'ai vu que les éditions Bartia l'éditaient, je voulais l'acheter. Et c'est eux très gentiment qui m'ont proposé de me l'envoyer. Donc voilà, je suis très contente. Donc de quoi ça parle? Kanoko Okamoto est née en 1889 et est morte en 1939. C'est une poétesse japonaise extrêmement connue, mais qui a été complètement oubliée, notamment en Europe. Elle est née dans une grande famille et elle épouse l'illustrateur Ipei Okamoto.
Et en fait, elle va avoir une vie extrêmement intéressante. Je vous conseille juste peut-être de googler sa vie, qui est pleine de rebondissements, qui est extrêmement féministe et d'avant-garde en fait, par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le monde entier, en particulier au Japon aussi. Donc voilà, c'est déjà un personnage haut en couleur, que je voulais découvrir depuis longtemps. Et Un amour de poisson rouge, c'est un de ses ouvrages très intéressant. C'est une sorte de très longue nouvelle, on va dire. La nouvelle fait... Voilà, fait 85 pages, magnifiquement édité par les éditions Partia, et en particulier les traductions, notes et postfaces sont de Lucien Dazet. Et c'est une traduction de la traduction allemande et de la traduction anglaise, je crois. Donc pas du japonais, mais de l'anglais et de l'allemand. Et c'était magnifique. En fait, de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme qui est obsédé par créer le poisson rouge parfait. Et cette obsession va le pousser à voir le monde entier, notamment les femmes, sous ce prisme. Ça parle aussi d'une femme qui m'a beaucoup plu par sa force de caractère, qui justement a quelque chose à voir avec ces poissons rouges. C'était très beau. Les descriptions sont très belles, notamment les liens faits entre les poissons rouges et le monde dans lequel évoluent les personnages. J'ai beaucoup aimé que la misogynie du personnage principal soit remise en question à plusieurs reprises d'une manière assez subtile et je trouve très grinçante. C'est un texte qui a plusieurs niveaux de lecture, dont des niveaux extrêmement féministes, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était très très beau. Je vous le conseille très fortement. C'est très court, donc ça se lit très vite. Et j'ai passé un très très bon moment de lecture, et depuis j'y repense assez régulièrement. Donc voilà, j'espère vraiment que les éditions Bartia ou que d'autres maisons d'édition vont publier les autres ouvrages de Kanoko Okamoto. Et je vous le conseille, c'est vraiment assez exceptionnel en fait d'avoir une autrice qui n'a jamais été traduite en français, traduite et éditée dans un super écrin. Enfin, la couverture est trop belle. Et l'édition est de qualité. En fait, à la fin, vous avez une postface qui raconte toute la vie de l'autrice et qui présente l'ouvrage d'une manière extrêmement contextualisée. Donc voilà, c'est un très beau roman. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas trop la littérature japonaise. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Virginia Woolf, Suis-je snob, qui est un petit essai sur le snobisme, qui est une question que se posait Virginia Woolf avec aussi ses amis de son cercle littéraire. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que bon, il faut comprendre le snobisme à la manière dont Virginia Woolf le comprenait. Donc ce n'est pas exactement ce qu'on entend aujourd'hui par snobisme. Je n'ai pas noté la description, enfin la définition exacte, mais je vous laisse la rechercher. Mais c'était vraiment passionnant, j'ai trouvé que c'était très juste. C'est en fait la version écrite d'un discours qu'elle va prononcer dans son cercle littéraire, et c'était très très bien. Donc voilà. En le lisant, j'avais dans la tête la chanson de Boris Vian, Je suis snob, qui va très bien avec. Et j'ai beaucoup aimé découvrir Virginia Woolf dans une facette que je ne connaissais pas, c'est-à-dire les essais. Et depuis, j'en ai lu d'autres que j'ai très hâte de vous présenter. Mais Suis-je snob était vraiment chouette et m'a fait me poser moi-même pas mal de questions sur mon rapport en fait, étant donné que je suis transfuge de classe, mon rapport en fait à la société qui m'entoure, et je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et que c'est très intelligent. Donc voilà, Virginia Woolf, Suis-je snob, trouvé d'occasion lui aussi, et trop contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert et de pouvoir vous en parler. Ensuite, j'ai lu un yaoi en 2 tomes, il s'agit de Iridescent Love de Ship Ita, qui est trop jolie, et en plus j'adore quand un des personnages a les cheveux roses. Donc voilà. Donc c'est édité chez Hana et c'était fort sympathique. C'est une histoire d'amour qui était très chouette. Je peux pas vraiment vous en parler parce que c'était très sympathique, mais sans plus.
Je vous le conseille, c'était bien. C'était bien, si vous voulez un yaoi sympathique avec une histoire, euh, sans prise de tête, mais quand même suffisamment profonde pour vous intéresser, ça valait le coup. Je suis contente de l'avoir découvert, ce sont 2 tomes qui sont sortis récemment chez Anna, et j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite, on passe à Tomorrow May Be Love de Machi Yamashita, aux éditions Hana, qui lui aussi est un nouveau manga chez eux, que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est 2 étudiants à l'université qui commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre, et il y a quelque chose dans ce manga qui m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Pourtant, c'est un schéma extrêmement classique de yaoi, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui vraiment m'a touchée, et j'ai fini le manga en pleurs, et c'était vraiment très très beau, donc je vous le conseille. Il est très doux, très très joli. Et si vous connaissez pas trop les yaoi, c'est clairement un yaoi que je peux vous conseiller parce qu'il est adorable. Ensuite, on va passer, comment dire, au plat de résistance, on va dire. On va passer à un sujet qui fâche. Je veux parler de la fantasy actuellement chez 2 maisons d'édition, en l'occurrence Rajo et Milady, mais enfin donc Milady c'est vrai jeune, mais on va voir que je vais parler du meilleur plus général de la fantasy actuellement. Donc j'ai lu en premier Six couronnes écarlates, donc de Elisabeth Lim, qui a cette couverture absolument magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est brillant, c'est extrêmement beau, il y a un jaspage. Je reviendrai sur le jaspage. Donc traduit de Sophie Lamotte d'Argy. Je l'ai acheté parce que l'année dernière, je crois, il y a eu toute une vague de romans fantasy écrits par des personnes asiatiques qui ont été publiés en masse. Il y a aussi eu notamment La fille de la déesse de la lune, Magie et poison, Magique, thé et poison, je crois. Bref, il y en a eu vraiment beaucoup, et étant donné que c'est un de mes styles préférés en fantasy, je les ai tous achetés. J'aime beaucoup quand on présente un univers en fait de fantasy asiatique, et en l'occurrence Six couronnes écarlates, c'est le cas, même si ça reprend un conte européen, celui des 6 grues en fait, de la princesse et des 6 grues. Ce livre avait tout pour me plaire. J'aimais beaucoup la manière dont l'autrice a présenté son univers, qui fait très onirique, très conte. On est dans une sorte de Japon médiéval, fantasy. Le problème, il y a 2 problèmes, il y a 2 niveaux de problèmes, et ce sera le cas aussi pour la balade funèbre de Heart et Mercy, dont je vous parlerai juste après. Donc 2 niveaux de problèmes, on va partir du plus évident, c'est la qualité de l'ouvrage. Honnêtement, je suis extrêmement déçue. On parle quand même de 23,90 €, donc c'est pas rien. On parle d'une bricasse, enfin il est épais, il est imposant. Il y a quoi? Il y a 900 pages? Non, pas du tout, il y a 600 pages. Bon, c'est quand même une bricasse. On parle d'un ouvrage qui est vraiment présenté comme un écrin, etc. Et on a un jaspage, honnêtement, si c'est juste pour colorer en bleu clair, on peut s'en passer. De plus, le bleu clair, vous ne pourrez pas le voir à la caméra, mais le bleu clair est légèrement pailleté, ce qui fait qu'après, je l'ai lu en 2 soirées. Mes 2 soirées de lecture, j'avais les doigts pleins de paillettes et c'est resté une semaine. Donc déjà, non, s'il vous plaît, la plupart des gens lisent dans leur lit ou sur leur canapé. On n'a pas envie de mettre des paillettes partout. Non, ça c'est pénible. Le dessous de couverture me fait penser aux éditions vraiment très moches américaines. Vous savez, les hardbacks américains vraiment très très laids. Donc voilà. Du coup, j'avais très peur d'abîmer la couverture. Puis je me suis dit, si j'abîme la couverture qui s'enlève, mon ouvrage sera super moche. Donc vous allez me dire, c'est extrêmement superficiel, oui, mais c'est un ouvrage qui est vendu comme étant un écrin et un bijou en fait d'imprimerie.
Donc j'ai envie que ce soit vraiment le cas, et que ce soit pas simplement très joli, mais sous blister, donc vous pouvez pas vous rendre compte de la qualité de l'ouvrage en tant que tel. Ensuite, lié au jaspage, mais c'est un problème du livre, c'est pas un problème du jaspage, parce qu'il y a bien d'autres livres qui ont des jaspages et qui n'ont pas ce problème. Les pages étaient collées, ce qui fait que j'en ai abîmé quelques-unes. Donc voilà, c'est certainement en fait dû au spray de jaspage, et du coup en fait les pages se sont collées. Ça m'a agacé. Le fait que ça m'ait abîmé des pages, ça m'a agacé. La qualité du papier, au moins c'est pas transparent, on va dire ça. On va dire ça. Hein, et en plus c'est imprimé en Italie, donc Rajo, je croyais que Rajo imprimait encore en France. Ce n'est pas le cas, donc j'aimerais connaître la justification de ces 23,90 €, parce que si c'est même pas imprimé en France, ce n'est pas justifié. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2, pas en hardback, parce que j'ai été un peu dégoûtée. Je le lirai, mais assez déçue de ce point de vue-là. Par rapport au contenu, j'ai été assez déçue aussi. Pourquoi? Parce que si c'est très onirique, la Shiori, qui est la personnage principale, est insupportable. C'est un des points de l'ouvrage. En fait, à la fin de l'ouvrage, elle va évoluer, elle va passer de petite fille à adolescente, d'accord, mais elle est insupportable. Et moi, quand j'étais plus petite, j'espère que j'étais pas comme ça, parce qu'autrement je me donnerais des claques. C'était insupportable. Et vraiment, c'est vraiment une petite peste. donc voilà, rien que ça m'a pas mal, agacé. Il y a quand même de très grosses ficelles que vous voyez de très 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 loin. Notamment un personnage qui n'est pas celui qu'il prétend être. Et quand la révélation finale apparaît à la fin des 500 pages, je me suis dit, ah, sans blague, oui. Enfin, j'avais deviné, j'espère que ce soit pas ça. Donc bon, vu que c'est une duologie, je lirai la suite. J'ai quand même passé un très bon moment de lecture, donc je peux pas dire que c'était mauvais. Et je pense que si vous l'offrez à une adolescente, elle risque de beaucoup l'apprécier. Mais je trouve dommage que ça n'ait pas été mieux creusé avec des personnages plus attachants. C'est pas parce qu'on me présente un personnage qui est jeune adolescent qu'on doit le présenter comme étant stupide ou égoïste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre présenter un personnage immature et présenter un personnage que vous avez juste envie de claquer toutes les 5 minutes. Et ça arrivait souvent. Au point où je m'inquiétais parce que je haussais les sourcils tellement haut, tellement j'étais agacée que je me suis dit, oh mince, ce livre va me donner des rides. Bref, voilà. Je vous le conseille, je lirai la suite. Mais il y a plusieurs aspects qui m'ont posé problème. Et ça me permet de passer... Donc oui, bon, voilà. Rajo, j'aime quand même ce que vous faites, hein, juste pour dire, mais je suis honnête, et donc voilà. Autre point où je me dois d'être honnête avec vous, désolée Milady, mais de toute façon je pense que Milady ne va jamais me sponsoriser, mais du coup voilà. Il s'agit de La balade funèbre de Heart and Mercy de Megan Bannon aux éditions Milady. Milady a fait un tapage médiatique absolument prodigieux pour cet ouvrage, et je me suis jetée dessus le jour de sa sortie. Donc, on va parler de l'objet livre en premier. Vous voyez la différence? Je pense que vous la voyez. C'est globalement un tiers de couronne écarlate. D'autant plus qu'à l'intérieur, c'est écrit très très gros, et qu'ils prennent la liberté d'avoir beaucoup de pages blanches. On va y revenir. Donc cet ouvrage était sous blister lui aussi, et j'ai une question de manière plus générale, j'aimerais votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me le donner en commentaire. Ça me dérange que tous ces ouvrages qui sont présentés comme ces hardbacks qui sont édités en ce moment dans la fantasy soient vendus sous blister. On a déjà assez de plastique. Je comprends que c'est pour ne pas abîmer les ouvrages, mais il y a d'autres ouvrages avec des jaspages extrêmement beaux qui sont pas édités, enfin qui sont pas vendus sous blister. Et je trouve que c'est un gaspillage absolument monumental qui me fait poser des questions et en fait qui me questionne au point où je me demande s'il faut encore que j'en achète.
Oui, quand vous achetez un livre, il y a le trajet, vous payez le trajet, vous payez... évidemment, il a fallu des ressources pour construire ce livre. Toutefois, normalement, enfin jusqu'à récemment, la plupart des maisons d'édition françaises, ou francophones en tout cas, fabriquaient leurs livres en France, ou en Belgique, ou en Suisse. Et donc en fait, vous aviez une empreinte carbone relativement minime sur les livres, et c'était souvent en fait des ouvrages issus de forêts protégées, donc à chaque fois que vous déracinez un arbre, vous en replantez un, etc. etc. Ce n'est plus le cas. Donc Milady, eux, ils publient où? Je sais que c'est plus en France. Voilà, en Italie. Donc voilà. Bon, l'ouvrage est toujours certifié FSC, donc label international qui promeut une gestion responsable des forêts. Il manquerait plus que ce soit plus le cas, hein, mais d'accord. Donc, tapage médiatique. Ah, j'avais pas vu. Oh non, c'est pire que ce que je pensais. Oh mon dieu. Attendez, je vous montre. Vous voyez, ça c'est la dorure quand je l'ai acheté. Je ne déconne pas. Je l'ai lu en une soirée dans mon lit. Il n'y a aucun moyen qu'il ait frotté, par exemple, dans mon sac ou quoi que ce soit. Je l'ai lu dans mon lit en une soirée. Regardez l'autre côté. Ça, c'est complètement effacé. C'était exactement le même. Je ne l'ai pas frotté. Ce livre, je l'ai lu et je l'ai re-rangé dans ma bibliothèque très soigneusement. C'est une blague. Oh mon dieu. C'est pire que ce que je pensais. Bon. Donc cet ouvrage coûte 25 €. Les 6 couronnes écarlates, donc le double, voire le triple volume, coûte 23,90 €. Donc déjà, Milady, vous vous mettez bien. Vraiment. Sachant que Milady a toujours eu des prix relativement très raisonnables, donc c'est d'autant plus choquant. La hausse des prix chez Bragelonne et Milady, je ne peux plus. Vraiment, je ne peux plus. Ensuite, ben, c'était sous blister, donc je n'ai pas vu tous les détails, notamment que c'était en train de s'effacer. La couverture en fait est de très mauvaise qualité, c'est un carton de mauvaise qualité, je sais pas si vous le verrez mais il y a plein de griffures alors que littéralement mon livre, je l'ai acheté, j'ai ouvert le blister, je l'ai posé comme ça sur un oreiller et je tournais les pages comme ça, donc il ne devrait pas y avoir de griffures, et il y en a. Au dos, je sais pas si vous verrez, au niveau du petit encart blanc, il y a des traces comme si c'était sale, en fait. Des traces noires qui étaient là quand j'ai ouvert le blister. Je ne l'avais pas vu grâce au blister et au prix qui était très intelligemment collé sur la partie blanche. Et ça continue, en fait. Les problèmes continuent. Au point où j'en ai fait, en fait, un post Instagram que j'ai ensuite supprimé, tout simplement parce que Milady ne m'a pas répondu et ça m'a agacée. J'ai essayé de la contacter après sous un de leurs posts de ce livre. Ils ne m'ont jamais répondu non plus, donc voilà. Mais en fait là, en le regardant pour vous le présenter, vous voyez, c'est censé être doré là aussi. On voit encore un tout petit peu, ça s'est complètement effacé. Bon, c'est pitoyable. Enfin, c'est pitoyable dans le sens où ça ne devrait pas arriver. Pas chez Milady. Pas chez une aussi grosse structure, vraiment. Le jaspage, bon, c'est doré, c'est de la peinture dorée. On aurait pu s'en passer et qu'il coûte moins cher, mais ce n'est pas ce qui a été choisi. J'aimais bien la couverture où il y a en fait un petit encart doré qui en fait est une ouverture, ici, bon, très mignon. Le jaspage vous laisse plein de paillettes sur les doigts, là j'en ai, vous le verrez pas, mais j'en ai. Et par rapport au nombre de pages et au prix, c'est une blague, vraiment. Le papier, c'est limite du papier Bible, je déconne pas. Enfin vraiment, c'est extrêmement fin. Ce qui fait que vous voyez le texte à travers, plus que d'habitude. Ce qui est extrêmement pénible. Et il y a énormément de fautes de grammaire, de syntaxe et d'orthographe. Les trois. Vraiment. C'était au point où, à chaque page, je prenais des photos. Vraiment. C'était vraiment problématique. Parfois, la traductrice se trompait de genre. Donc, vous vous disiez, ah, ben, tout d'un coup, Merci est devenu un demi-dieu. D'accord.
Et en fait, vous découvriez 2 pages plus tard que c'était juste bourré, que non, on parlait toujours de art. Bon, c'est pénible, c'est vraiment pénible. Ce qui m'énerve, c'est que vraiment, Megan Bannon, cet ouvrage, j'ai beaucoup aimé en fait. Ça aurait pu être un vrai coup de cœur. J'aurais vraiment pu vous en parler comme un de mes coups de cœur 2024. C'était une romance hyper sympa. J'adore quand il y a des demi-dieux. J'adore quand c'est... en anglais, on appelle ça He Falls First. Donc, il tombe amoureux avant elle. J'adore les héroïnes plus size, ultra badass, et qui ont aussi leur propre... ah, maintenant le terme me vient en anglais, leur propre défaut, on va dire, leur propre faille. Donc il y avait plein de choses vraiment cool, mais c'était vraiment difficile de s'attacher à l'histoire quand il y avait autant de défauts. Pour un livre, je rappelle, à 25 €. Ça, Milady, il y a 10 ans, l'aurait publié en format poche à 15 € maximum. Ça va pas. Vraiment, ça va pas. Je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, la qualité Bragelonne et Milady me pose problème. C'est de plus en plus cher. C'est parmi les livres les plus chers en fantasy et les moins qualitatifs. Enfin, vraiment, je comprends pas. Enfin, je sais que la communauté Booktube parle énormément de la qualité de Saxus qui laisse régulièrement à désirer. Mais pour l'instant, de ce que j'ai lu chez De Saxus, c'est pas au point de Milady et Bragelonne. Vraiment, moi, ça m'énerve de mettre 25 € là-dedans. Sachant que je ne vis pas en France et qu'en fait, je mets le double. Donc, 50 balles pour ça, ça commence à piquer un petit peu. D'autant plus que Milady ne m'a jamais répondu alors que je les ai contactés sous 2 médiums différents. Ce qui me pose aussi problème parce qu'ils sont quand même censés prendre connaissance des opinions de leurs lecteurs afin de pouvoir s'améliorer. Donc voilà, honnêtement je vous le conseille. Donc après tout ça, je vous le conseille, j'ai vraiment aimé. Mais empruntez-le, vraiment ça vaut pas son prix. Si c'est pour avoir un ouvrage où toutes les dorures s'effacent, enfin, vraiment maintenant que que je vous le présente, il y a de plus en plus de défauts qui apparaissent, c'est quand même dommage, parce que l'histoire est super. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas une attaque contre ces maisons d'édition, évidemment. Je continue à les acheter, donc c'est la preuve que je les apprécie. Mais c'est un peu un cri du cœur, parce que j'ai parfois l'impression qu'on nous prend un peu pour des jambons. Et c'est de plus en plus le cas. Je vous conseille de voir notamment la dernière vidéo de Le livre de l'imaginaire, qui parle longuement de son rapport aux maisons d'édition, que je trouve très intéressante, notamment parce qu'elle fait partie de ce milieu. Et c'est sa vidéo qui m'a un peu poussée à moi aussi vous parler de ses défauts. Je me suis jamais cachée quand je trouvais qu'une maison d'édition ne faisait pas attention, mais je dois avouer que ces vidéos en fait me font ouvrir les yeux de plus en plus, et je me pose sincèrement la question, est-ce que j'ai envie de mettre mon argent, est-ce que j'ai envie d'encourager financièrement des maisons d'édition quand elles font un travail pareil? Sachant que je ne suis pas une lectrice assidue de fantasy comme j'ai pu l'être par le passé, et que donc les catalogues des maisons d'édition indépendantes ne me plaisent pas forcément, ne m'attirent pas. Par exemple, j'aimerais beaucoup lire du Mouton électrique ou de La Talente. Bon, régulièrement en fait, leurs titres ne m'attirent pas. Mais est-ce que j'ai encore envie de financer Milady, Bragelonne, en particulier Milady et Bragelonne, parce que c'est vraiment les plus chers? Honnêtement, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Sachant qu'en plus je lis très bien en anglais, je pense que je vais juste directement financer les auteurs anglais à la source, et ne pas anglophones, pardon, à la source. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Le monde de l'édition française est un monde extrêmement riche, avec énormément de savoir-faire, énormément de gens passionnés. Il y a vraiment moyen de faire des livres de qualité, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé, étant donné que depuis très longtemps, je lis beaucoup d'ouvrages anglais, à la fois édités en Angleterre et aux États-Unis, et on a vraiment une qualité en fait de livres de poche et de livres supérieure aux livres anglais et américains, vraiment. Regardez, ça c'est un livre de seconde main français chez Point.
bah, il est encore nickel. Enfin, déjà, le dos est pensé pour qu'il ne s'abîme pas, ce qui est déjà très bien. Et la qualité du papier, enfin, tout est... C'est vraiment une qualité que j'estime supérieure, que je trouve très très belle. Et je trouve très dommage que petit à petit, on perde cette qualité et ce soin et ce savoir-faire français, francophone on va dire, hein, parce que je pense aussi aux éditions Zoé par exemple qui sont suisses, à d'autres éditions qui sont belges, notamment Vega je crois, euh, qu'on perde ça au profit, on va dire, de prix plus élevés et de qualité moindre, et vraiment ça me dérange. Ça me dérange parce qu'on parle d'un secteur qui est mis à mal, le monde du livre va mal, il va mal depuis plusieurs années, et certains ont beau dire que la romantésie va sauver le monde du livre, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Et par exemple, Brajlon et Milady ne sont plus une maison d'édition indépendante. Il y a de gros fonds qui sont derrière, et je trouve d'autant plus problématique. C'est vraiment problématique, c'est des grands groupes derrière, c'est Editis, c'est d'autres grands groupes qui ont les moyens. Et donc ces prix ne se justifient pas. Ils se justifient honnêtement uniquement d'un point de vue euh, voilà, mercantile vraiment extrêmement bas. Oui, le prix du papier a augmenté, c'est vrai. Mais ça ne justifie pas le prix. Si ça justifiait le prix, il faudrait m'expliquer comment ça se fait que celui-ci soit plus cher que celui-là. Ça n'a pas de sens. Ok, c'est deux maisons d'édition différentes, mais vraiment, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais encore en parler pendant très longtemps. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur mon opinion au sujet du monde de l'édition d'une manière générale, parce que ça fait depuis très longtemps que je m'y intéresse. J'ai travaillé dans le monde du livre pendant très longtemps. Je continue à y travailler d'une certaine manière. J'ai été bibliothécaire, j'ai été archiviste et j'ai été libraire. Donc, et j'ai travaillé pour de grandes maisons. Donc voilà, j'ai des avis là-dessus. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, ben, je serais ravie de vous faire une vidéo dessus. Si ça vous intéresse pas, bon, je garderai mes opinions pour moi. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vois qu'elle dure déjà depuis 40 minutes. Donc voilà, je suis désolée. Mais j'espère qu'elle était intéressante en tout cas et qu'on pourra avoir de belles discussions en commentaire. Merci beaucoup à nouveau aux éditions Bartilla pour leur envoi. Je le précise parce que c'est important, surtout depuis les nouvelles lois, mais j'ai toujours trouvé important de préciser quand certaines choses étaient offertes. Donc voilà. Et aux éditions Seuil pour Israël, l'agonie d'une démocratie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!